travaux. Je remercie la présence de M. Michel Zanka, de l'Université Paris-Descartes, qui va nous parler sur la marchandisation du corps humain et l'idée du corps fixe. Et ensuite, Mme Vanessa Livran, Université Paris-8 Saint-Denis, sur les dons d'organes entre vivants. Merci beaucoup. Bien. J'ai apporté quelques livres ici, vous allez voir. Nico, qui sont bien intéressants sur le corps marché, et donc ça pourrait vous occuper un peu par celui de la morale. La marchandisation du corps humain existe depuis longtemps. L'histoire de l'esclavage en témoigne, et aussi l'histoire de la prostitution et d'autres formes de transactions touchant l'être humain. Ces formes de marchandisation sont particulièrement frappantes parce qu'elles sont visibles et tangibles. Dans ce cas, la marchandisation apparaît immédiatement comme contrevenant à un certain nombre de principes moraux, en particulier à la dignité de l'être humain en tant que tel, c'est-à-dire de l'être humain comme relevant d'un autre ordre, de l'ordre d'une valeur sans prix, d'une valeur humaine, valeur qui n'est pas échangeable, sur laquelle il ne peut pas y avoir de transaction. C'est l'une des composantes de la notion de dignité humaine. Tout à l'heure, la notion avait paru de séparation. La notion de dignité humaine, par exemple, n'est pas la même chose que droit. La dignité humaine s'acquiert, ou elle peut se perdre. C'est pour ça que la dignité s'oppose à l'indignité. Et donc le même homme peut être soit digne, soit indigne. Et donc, néanmoins, l'idée de valeur sans prix. Encore faut-il évidemment parvenir à ce concept de dignité, et lui accorder un caractère universel comme une détermination relevant de l'humanité tout entière. Ce point témoigne d'ailleurs du fait que les formes de marchandisation de la personne tiennent à ce que l'on met un être dans sa personnalité, dans sa totalité, et que, dans le cas de transaction, et qu'on lui apporte le statut d'une chose. D'une force de travail aussi, ou encore dans le cas d'esclaves, ou encore d'objet de jouissance. Ce n'est là, en vérité, qu'une dimension de cette marchandisation qui est ancienne et qui se retrouve dans les temps présents sous des formes renouvelées. La question qui se pose est donc de savoir si notre temps se réduit à ces formes, disons, archaïques, quoique toujours présentes, de la marchandisation. S'agit-il de la mise en place aujourd'hui de formes renouvelées de la marchandisation et de l'échange d'êtres réduits à des choses, ou à toute autre chose, en tout cas devenant l'objet d'un échange monétaire. S'agit-il simplement du fait que la conscience moderne, ayant formé le concept de dignité de l'être humain et l'ayant universalisé, considère sa marchandisation comme un fait scandaleux, dérogeant à la norme et devant donc, au moins à terme, être réduit ou supprimé. Ces facteurs dont je vais parler existent bien entendu encore aujourd'hui, mais ne sauraient en aucune manière résumer la question de la marchandisation du corps à notre époque. Il y a autre chose, une autre dimension qui spécifie notre temps et dont les dimensions sont économiques, politiques, juridiques et symboliques. Tout d'abord, la marchandisation ne concerne plus seulement les êtres humains en tant que corps totaux, dans la
La marchandisation concerne également les parties du corps ou les éléments du corps. Et par là même devient invisible, précisément parce qu'elle ne concerne plus, dans certains cas, que les éléments du corps, par exemple les composantes biologiques, qui sont l'objet d'une bio-objectivation. Bio-objectivation des tissus humains, les cellules, les gènes, les molécules, etc. Les embryons. En outre, cette marchandisation ne remet pas, très important, cette marchandisation des éléments du corps ne remet pas, dans beaucoup de cas, la plupart, en cause l'intégrité du corps. Elle peut s'opérer sans atteinte à la dignité de cellules et autres, ou encore don du sang, sans que pour autant, ou commercialisation du sang, sans pour autant que l'unité de la personne soit remise en cause. Donc, ce double caractère explique que la marchandisation devienne invisible, insensible, et qu'elle opère souvent, sans susciter de scandale, du point de vue de conscience morale ou des principes sociaux collectivement admis, dans la mesure précisément où elle n'atteint pas l'intégrité de la personne. Dans certains cas, bien entendu, elle l'atteint, dans d'autres cas. Ce qu'on appelle à perspective la bioéconomie, qui constitue aujourd'hui une dimension essentielle, et non seulement de l'économie, mais aussi de la politique et de la dimension symbolique, fonctionne précisément en vertu du caractère invisible de cette marchandisation et de sa compatibilité de principe avec l'intégrité de la personne. Non seulement elle semble ne pas pouvoir attenter à l'éthique, mais en outre, elle se justifie idéologiquement par des considérations morales, souvent. Je reviendrai, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord sur l'opposition entre le don d'organes ou le don du sang et la vente. Souvent, l'une, bien sûr, il y a une différence, mais l'une sert de couverture morale. Je reviendrai sur ce point, moral, qui fait que l'altruisme, le don, servent parfois et même souvent de masse à l'expansion de la bioéconomie. Celle-ci constitue une dimension, je l'ai dit, considérable du concept de production et d'échange aujourd'hui. Il le deviendra de plus en plus, et de plus en plus, d'autant plus qu'elle a en plus une autre justification, ou elle se donne encore une autre justification, le corps vivant, le vivant en général, pas seulement l'homme, mais le vivant en général est une ressource infinie qui ne remet pas en cause les limites de la planète. Imaginez. C'est-à-dire que le corps ressource, je reviendrai sur cette notion, devient le support d'une économie qui ne compromet pas la finitude de la planète. Donc, elle se donne aussi des motifs écologiques. Si les formes anciennes de la marchandisation persistent sous des formes nouvelles dans les temps actuels, il y a donc l'apparition de nouvelles formes qui ne concernent pas seulement des parties de la société ou certains êtres considérés comme des corps-villes, mais la totalité des êtres humains, considérés plus simplement dans la force qu'ils représentent ou encore comme des ressources indéfiniment renouvelables. L'idée d'une croissance illimitée, n'attendant pas à la finitude de la planète, tout trouve dans la marchandisation bioéconomique un support décisif et qui le deviendra de plus en plus. Je reviendrai sur ce point, pensez aux investissements énormes de Google, par exemple, dans la bioéconomie. Ils savent que ça va rapporter énormément. Et voilà. Il en résulte des modifications fondamentales touchant des déterminations essentielles, par exemple le déplacement ou la suppression des frontières, par le déplacement
les frontières entre le vivant et le mort, entre la nature et l'artifice, entre l'être humain et le robot, etc. Ces déplacements, voire effacement des frontières, a des effets considérables sur les relations entre êtres humains et sur le rapport également à soi, les relations entre êtres humains, le rapport de chacun à soi et le rapport également aux générations futures. La médecine, par exemple, dans le cadre de cette conception du corps ressource, la médecine régénératrice ou amélioratrice et la médecine du temps de la bioéconomie invisible, qui est accompagnée de dispositifs idéologiques et moraux qui servent de masse à la réalité. Dans son ouvrage L'obsolescence de l'homme, deuxième tome, Günther Anders considère que la transfiguration de l'homme en matière est la trace du temps industriel. Et il dit, je ne parle pas de ses considérations sur les temps parce que je ne veux pas faire un rapprochement, même une distinction qui donnerait lieu à des considérations qui détourneraient de l'exercice du propos. Il souligne le fait que aujourd'hui, l'homme est à la fois homo créateur, celui qui est acteur du progrès du savoir et des techniques, et en même temps homo material, c'est-à-dire l'homme ressource, ce que j'appelle comme l'homme ressource, à partir de considéré donc comme matière à partir duquel des productions sont opérées et peuvent donner lieu à une marchandisation. Question. Comment cela s'est-il produit? Comment la marchandisation a-t-elle pris une telle extension au point que, invisiblement, elle transforme les hommes en leur promettant un avenir meilleur de croissance économique indéfinie, de réparation, d'accumulation, d'amélioration de leur aide, et pour ne pas dire l'horizon d'un bonheur impeccable. Quels peuvent être les recours, quelles peuvent en être les conséquences? Telles sont les questions que je voudrais poser, et je voudrais poser cette question à travers trois réflexions. La première, c'est sur une considération sur la marchandisation du corps humain et de la vie en général. Une deuxième considération sur la bioéconomie, c'est-à-dire les formes que prend la marchandisation du vivant aujourd'hui, enfin, quelques aspects. Et troisièmement, sur le nouveau partage de l'humain entre surhumain ou transhumain, comme vous voudrez, et inhumain. Donc, premier point, la marchandisation du corps humain et de la vie en général. Il importe, je crois, sur ce point, de revenir à deux conceptions fondamentales, théories même, sur la base desquelles toute réflexion sur la marchandisation du corps humain doit prendre place, parce qu'ils définissent des catégories et des dimensions qui me paraissent totalement irréductibles. Il s'agit d'une part de l'analyse du fétichisme de la marchandise dans le livre 1 du Capital de Marx, et d'autre part du concept de biopouvoir de Foucault. Je crois que, et je montrerai que ce n'est pas une association circonstancielle, que ces deux théories sont indispensables pour poser la question de la marchandisation. Je commence par le fétichisme de la marchandise, livre 1, chapitre 1, paragraphe 4 du Capital, qui s'intitule « Le caractère fétiche de la marchandisation et son secret ». Comme on le sait, Marx explique comment la marchandise, produite par le travail humain, se transforme, sans rendre compte. Elle n'est plus simplement un produit matériel, mais prend un autre caractère
qui va être déterminant un autre caractère, je vais revenir sur ce caractère, qui va être déterminant non seulement pour l'échange économique, mais même pour les relations interhumaines et le rapport de l'homme au monde. Je cite Marx, c'est seulement le rapport social déterminé des hommes entre eux qui prend ici pour eux la forme fantasmatique d'un rapport entre choses, si bien que pour trouver une analogie, nous devons nous échapper vers les zones nébuleuses du monde religieux. Fin de citation. Il y a un mystère, c'est Marx qui le dit, de la marchandise, qui, de produit sensible, devient chose suprasensible. Je cite à nouveau, j'appelle cela fétichisme, fétichisme qui adhère aux produits du travail dès lors qu'ils sont produits comme des marchandises et qui, partant, est inséparable de la production marchande. Comment s'opère la fétichisation de la marchandise? Par un processus d'objectivation, par lequel les travaux humains s'objectivent dans les produits du travail. Autrement dit, la marchandise en tant que telle n'est plus perçue comme un produit, mais comme une réalité autonome, porteuse de valeur, indépendante de l'activité qui la produit. La marchandise s'autonomise et fonctionne selon ses règles propres, indépendantes de l'activité de production. Mieux, la forme marchandise va devenir le modèle, la norme, à partir de laquelle les relations interhumaines et celles de l'homme avec lui-même vont se penser, évidemment, dans un processus qui n'est pas conscient. Le travail lui-même devient marchandise sous les formes du salariat, et les relations interhumaines, dans ce cas du fétichisme, ne sont plus conçues comme des relations entre choses. La marchandise fétichisée, cela veut dire deux choses. Premièrement, l'objectivation, et deuxièmement, la transformation du produit en chose dotée de pouvoirs particuliers propres qui lui sont inhérents. La marchandisation se trouve en effet dotée, la marchandise se trouve en effet dotée de caractères de pouvoir propres, quasi mystiques, d'une capacité à produire des effets différents de ceux qui lui avaient été donnés par l'activité de production. La marchandisation n'en reste jamais à l'objet produit, elle étend son empire au-delà, elle permet à partir de cela de penser, comme je disais tout à l'heure, les relations entre êtres humains et la relation de l'homme à soi-même. Lukács, dans la réification de la conscience du prolétariat, texte qui se trouve dans le volume Histoire et conscience de base, a longuement développé ce point en traduisant la notion de fétichisme de Marx par celle de réification. Mais la notion de réification a pour objet d'expliciter la théorie marxiste de la marchandise fétiche. Le produit du travail s'émancipe du travail, et là, on peut commencer une analogie, mais vous verrez que ce n'est pas simplement une analogie. Comme la cellule ou la culture cellulaire permet de donner une vie aux cellules en dehors du corps vivant où elles ont été prélevées, lesquelles cellules peuvent produire des effets qu'elles ne produisaient pas dans l'organisme. Cette transposition est évidemment de moi. Elle a pour but d'expliquer la manière dont ce que Marx dit à propos des produits du travail, de la marchandise, donc, se retrouve dans le domaine du vivant. Et ça, au-delà de Marx, pour nous. Les éléments du corps vivant en général et
corps humain en particulier, les tissus, les gènes, les cellules, les embryons, etc., s'autonomisent dans le cadre de la recherche scientifique et de l'industrie bioéconomique, ils deviennent des marchandises et déploient un ordre propre qui réalise, qui modifie fondamentalement la représentation du corps. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit là d'une analogie, mais pas seulement d'une analogie, d'un processus réel, par lequel les éléments du corps vivant, deviennent eux-mêmes des marchandises dotées de quasi-pouvoirs magiques, comme bio-objets, biomarchandises, et par l'effet des technologies biomédicales. Les cellules cancéreuses, par exemple, et ça je reprends l'exemple que donnait tout à l'heure Frédéric Dardenne. Les cellules cancéreuses, par exemple, peuvent devenir des ressources précieuses, et elles le sont devenues. Et je reprends là le cas qu'il donnait de la cellule ELA, qui a permis de cette femme. ELA, c'est les premières lettres du prénom et du nom d'une femme, je ne sais pas le nom, mais Frédéric Dardenne l'a donné tout à l'heure. Ces cellules cette femme est morte, elle est morte d'un cancer, et ces cellules ont été prélevées, les cellules cancéreuses ont été prélevées, et elles ont été utilisées dans le cadre de recherche dirigée par le biologie effective et souhaitable. Et n'est-ce pas la position que j'ai prise, une façon de refuser le monde qui vient et de se retrancher dans des positions nostalgiques, voire réactionnaires? Je ne crois pas. Ce dont il s'agit, ce n'est pas de rejeter le progrès au bloc, pas du tout, ou d'interdire la recherche. Ce qu'il s'agit, c'est de montrer les dynamiques qui les dépassent, les dynamiques dans lesquelles elles sont prises, les dynamiques économiques et idéologiques qui produisent des modifications fondamentales dans la société, dans les relations et dans les individus. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir une amélioration des soins. Il s'agit de savoir comment la bioéconomie transforme la société de telle sorte que, d'une certaine manière, nous ne pouvons plus nous identifier de la même manière qu'avant. Alors je voudrais souligner 4 points. Avec l'objectif de régler et de contrôler la santé. Le pouvoir, différent, y compris le pouvoir politique, mais pas seulement, s'est investi jusqu'au plus intime de la vie des individus. La sexualité, la nourriture, le plaisir, plus rien ne lui est plus étranger, jusqu'au plus intime de soi. Après, on s'étonne qu'il n'y a pas de différence entre privé et public. Le contrôle qui est lié à cet investissement du pouvoir est désormais sans limite, dans le moment même où nous nous croyons absolument libres. Deuxième point, les inégalités sociales et économiques dans les sociétés et entre les sociétés, loin de diminuer, au contraire, se reproduisent et s'accroissent à un autre niveau, au même niveau qu'avant et aussi à un autre niveau, au sens où elles prennent aussi de nouvelles formes. Il y avait des Corvines. Ce titre est le titre d'un livre de Chamaillot, comment il s'appelle, Édouard Chamaillot, Grégoire Chamaillot, livre très intéressant, nous montrer que les corps sur lesquels étaient produites les expérimentations, ce n'était pas n'importe quel corps, c'était souvent des corps vides. Or, on a aujourd'hui pas seulement des corps vides, on a des sociétés vides, des peuples vides, sur lesquels on peut prélever ou réaliser
dire faire des enfants, etc. Le jour où les femmes occidentales seront telles que, quelques-unes selon ce cas, ne veulent pas que la grossesse leur déforme le corps parce qu'elles restent toujours jeunes, elles iront chercher des mères porteuses à votre pays, là où elles sont. Bien. Et donc, il y a la question de l'inégalité est ici absolument centrale. Elle est produite, reproduite et accentuée par la bioéconomie et elle conduit à l'existence de peuples ou de sociétés ou de parties de sociétés vives. Troisièmement, la bioéconomie finalement à la fois est soutenue et engendre et renforce une dimension anthropologique. La bioéconomie n'est pas seulement soutenue par des processus économiques, elle est soutenue aussi par des désirs d'individus, des désirs de ne pas être malade, d'avoir de beaux enfants, de mourir le plus loin possible, c'est le cas de tous, mais de faire en sorte que la mort soit une échéance le plus lointaine possible, et éventuellement n'arrive jamais. Et donc, la bioéconomie n'est pas seulement liée à des processus économiques, elle est bien entendu essentiellement ça, mais elle est portée aussi par des dimensions anthropologiques aujourd'hui qui fait qu'il y a ce qu'on appelle généralement une demande sociale. Il y a une demande sociale de bioéconomie, c'est-à-dire d'amélioration, de régénération et autres. Et demande anthropologique qui concourt à la bioéconomie dans le cadre du néolibéralisme. Quatrièmement, enfin, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que deviennent pas seulement la société, mais même les individus, dans le cadre de ce dispositif général de l'économie, avec son idéologie et son support idéologique? Qu'est-ce que devient l'être humain? Il devient un être biosubjectif. Un être biosubjectif dont la dimension bio, ressource donc, est entièrement dépendante de la dimension subjective. Je désire aujourd'hui ceci, demain je vais désirer autre chose, le lendemain je vais désirer encore autre chose. Et donc, le corps ressource est utilisé dans le cadre de ces variations du désir individuel, qui n'est plus soumis, désir individuel, qui n'est pas celui d'un individu en relation, mais qui est un individu de plus en plus solitaire, et d'un individu qui devient de plus en plus facile à soumettre à la loi de fer, celle de l'économie, de plus en plus, de l'économie. L'idée, au point que l'idée même d'une résistance sera probablement à échéance oubliée, puisque cette résistance peut venir, puisqu'il y a ce support anthropologique qui fait qu'un certain désir concourt au développement des choses telles qu'elles sont comprises actuellement. Je ferai un mot de conclusion. Comme on le voit, la bioéconomie risque de régner en maître des corps et des esprits, et d'instaurer un ordre du monde qui modifie les frontières de l'humanité, un monde dans lequel, et c'est à l'horizon bien entendu, où l'humain progressivement se délite, et se délite dans deux autres catégories, celui du surhumain et celui de l'inhumain. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Zarka. Je passe aux questions. Y a-t-il des questions publiques?
ne savais comment renforcer tel de l'affirmer sans le prouver. Est-ce que l'éthique ne peut pas avoir aussi une fonction critique importante de préjugés racistes et xénophobes de toutes les formes d'injustice? Est-ce que pour vous, l'éthique est nécessairement service dominant des systèmes économiques? Elle ne l'est pas nécessairement, elle peut être utilisée à cette fin. Je ne condamne pas le voie de passage, sur l'éthique, pas du tout, je ne condamne pas l'éthique en elle-même en faisant simplement un facteur idéologique susceptible de. Mais elle, dans bien des cas, et dans un certain nombre de cas que je vais montrer, elle peut servir à titre idéologique de justification d'un certain nombre de procédures. Mais je ne remets pas, ça n'est pas pour faire plaisir, mais parce que je le pense profondément, je ne remets pas du tout. Au contraire, de ma perspective, je cherche à donner un sens à l'éthique, justement en tant que dimension non réductible à cette forme idéologique. Je travaille dans un centre de transplantation et la pénurie d'organes, pour les régions est un problème très notable. En lien avec ce que vous avez dit sur l'évolution de la science, les recherches de ces dernières années ouvrent la porte au sang artificiel et à la fabrication d'organes en découverte. C'est des liens de la science que de la science-fiction. Dans cette évolution, quelles seraient les répercussions sociales, politiques et économiques d'une situation où l'offre d'organes dépasse tellement? L'offre d'organes dépasse tellement, et on aurait deux problèmes de pénurie d'organes, mais on pourrait en produire entre guillemets autant que nécessaire, voire plus. Oui, vous posez des questions importantes. On va pouvoir bientôt substituer des organes artificiels sans avoir besoin de faire de prélèvement. Vous me posez la question de quelles vont être les conséquences. On est tout là aujourd'hui. Oui. Les répercussions, je ne peux pas les inventer, selon les réactions. Simplement, ce que vous dites là, est le fait que la recherche biomédicale et technologique s'oriente dans ce cadre-là. Bien entendu, les raisons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des transplantations, il y a peu d'organes. Donc, on se dit comment on va faire. Le mieux, c'est qu'on en produise artificiellement. Mais ce cadre-là accroît, comme je ne le condamne pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner quelqu'un, il ne faut pas lui mettre un corps artificiel, mais il faut voir le cadre dans lequel cela se produit. Et le cadre dans lequel cela se produit est finalement un accroissement de ce qu'on voit aujourd'hui. Un accroissement de ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir que un déploiement encore plus important que l'on peut prévoir aujourd'hui d'ailleurs de la bioéconomie. Parce que l'organe artificiel, bien qu'il soit artificiel, il va être utilisé dans le cadre d'un système économique, par exemple, qui est le même que celui qui commercialisait les organes des êtres vivants. Donc, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est montrer pas seulement les effets pervers, mais la logique perverse de ce système qui, mais sans remettre en cause ni la recherche, ni le fait que pour soigner, on a besoin que l'amélioration des soins est une chose importante. Si j'ajoute qu'il y a une distinction fondamentale entre la médecine qui soigne, donc la médecine thérapeutique, et la médecine régénératrice et la médecine amélioratrice. J'ai ici un texte que j'ai lu récemment, appuyé au comité national d'éthique, je ne sais pas au comité national d'éthique, un texte produit par le comité consultatif national d'éthique. Celui qui a attiré mon attention là-dessus, c'est Changeons. D'accord, je suis assez loin de ça.
recours aux techniques biomédicales en vue de neuroamélioration chez la personne non malade, enjeu éthique. Le texte plaide pour la neuroamélioration pour les personnes non malades. Et si on avait parlé le jour où on avait fait la journée sur les neurosciences, si on en a parlé, c'est parce que lui, il avait été scandalisé de ça. Il avait dit, ça va pas du tout, c'est pas normal que le comité d'éthique produise un texte pareil. Voilà. Donc on voit dans quelle direction on va. On voit dans quelle direction on va. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Vous avez parlé, monsieur Zarka, de la médecine curative, de la médecine préventive, de la médecine préventive, de la médecine qu'on ne parle jamais, hélas. C'est la médecine légale, parce que ça fait en marge, en tant qu'une médecine sociétale. Quelle peut être la place de la marchandisation du corps humain pour la médecine légale, qui est un corps mort, un corps du contraire, mais surtout qui peut néanmoins être utile dans un contexte commercial, celui de l'éducation des étudiants, et également celui de la récupération de certains organes, de certains échantillons en cours d'autopsie judiciaire pour les faire en tant que commercial, d'expérimentation, évidemment, avec des frais de traitement. Je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre à cette question, d'autant que vous avez à côté de vous le directeur de l'équipe de médecine, de médecine légale à Paris 5. Donc je te cède la parole, mon cher, parce qu'il faut répondre à cette question, mais tu es beaucoup mieux placé que moi pour répondre. Non, il n'y a pas. Enfin, la question est intéressante, mais en prolongant, c'est de montrer qu'en définitive, au niveau de notre société, ce que tu as décrit, je ne suis pas persuadé si on peut dire que ce mouvement est pervers. En tout cas, c'est une idéologie de la vie telle qu'elle est espérée, en quelque sorte. Mais par contre, ce qui est important, c'est l'intérêt et l'importance de la philosophie, comme vous le faites depuis ce matin, qui est fondamentale, c'est de penser justement ce qui se produit. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire par rapport aux autres, par rapport à la société. Et c'est vrai qu'il y a une grande dissociation entre le corps mort et le corps, comment dire, vécu, je dirais. Et là, même le corps mort, c'est donc une extension. On en arrive à en faire aux Indes où il y aura un certain nombre de produits pour la beauté, l'esthétique, etc. Et on en arrive de plus en plus à se servir des fameuses cellules et transformer d'ailleurs le centre dont parlait notre président, qui est le centre des corps au 6e étage, que tu connais bien à la faculté au 45 des Sapins. Eh bien, il y a une tentative aussi, enfin une tentative, c'est-à-dire une logique à le transformer en centre de production cellulaire à partir justement des corps, de manière à aller tout à fait dans ce domaine. Donc c'est une extension définitive, ça. C'est-à-dire que la médecine légale est tout à fait dans cette histoire-là par rapport au traitement qu'il y a justement du corps mort, alors qu'il y avait auparavant une frontière. Cette frontière, encore celle-ci, s'est levée, et ce sont maintenant, comment dire, des éléments biologiques, comment dire, des centres de ressources biologiques, c'est comme ça qu'on les appelle désormais, et qu'on peut même les valoriser. Merci de ta réponse. Bon, merci beaucoup, M. Zarka. Quand on passe directement la parole à Vanessa Lecomte, qui va parler le nom d'André. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque qui est très intéressant. Alors, il ne vous a pas échappé que vous avez un petit peu assisté là au choc de la thèse et de l'antithèse. Voilà, donc je ne vais pas faire la synthèse, mais je vais chercher à continuer le mouvement dialectique. Alors, en fait, quand Richard Zarka m'a parlé de l'organisation de ce colloque, je pensais d'abord prolonger un travail ancien sur la transplantation hépatique des donneurs vivants. J'avais fait avec Mathilde Zéani, qui est psychologue clinicienne et qui travaillait à l'époque dans un service où se pratiquait auparavant les transplantations hépatiques avec donneurs vivants. C'est un travail à la fois théorique et pratique que je pensais continuer aujourd'hui. On a
des points sur lesquels nous voulions attirer l'attention à l'époque, c'était l'impact caché d'un recours massif à une telle pratique, vers lequel les réformes législatives à l'époque semblaient s'acheminer. Comme l'a rappelé Charles Darcas, c'est plus du tout le cas. Et du coup, disons, ma réflexion sur la transplantation hépatique avec donneur vivant a plutôt aujourd'hui une valeur heuristique. Alors, en préparant le colloque, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec Madame Augien lorsqu'il était paru son livre sur le corps et l'argent, où en parlant de la GPA, qui n'était pas du tout un sujet auquel je m'intéressais à l'époque, je lui avais dit que la comparaison qui me semblait la plus intéressante à faire pour ce qui concernait la GPA était avec la transplantation hépatique avec le vivant. Donc du coup, aujourd'hui, mon titre est un peu trompeur. Je vais vous parler du don d'organes entre vivants, mais en un sens un peu large. Et je vais en fait utiliser la transplantation hépatique avec donneur vivant un petit peu d'un point de vue heuristique, c'est-à-dire que moi, ça m'a aidé à réfléchir à la GPA. C'est pas du tout un sujet sur lequel j'ai travaillé jusqu'à présent. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une première tentative de réflexion. Mais il me semble que c'était intéressant de le faire. Donc, du coup, vous pouvez passer très rapidement sur tout ce que je dis sur la transplantation hépatique, parce que c'est pas du tout ça le cœur de mon propos, mais pour construire mon propos, ça m'aide. Donc, ne vous demandez pas où j'ai voulu en venir avec cette histoire-là. Je préférais vous prévenir. Ça me semblait intéressant pour une raison assez simple, c'est que je pensais qu'en mettant côte à côte ces deux éléments, donc la GPA et la transplantation avec, hépatique avec donneur vivant, c'est un peu comme si on mettait côte à côte deux éléments d'un tableau pour que leur proximité permette de les voir différemment. Et moi, c'est ce que ça m'a aidé à faire, alors je ne sais pas si ça vous aidera à le faire, mais évidemment, il ne s'agit pas de confondre transplantation et GPA, c'est pas tout à fait la même chose, mais je trouve qu'il y a pas mal de points communs. Donc je commencerai par le rapprochement, puis je finirai en conclusion par montrer quand même les limites de mon rapprochement, parce qu'il me semble que cette limite, elle est tout à fait importante aussi. Alors je vais opérer en deux parties. Tout d'abord, je vais proposer 4 points communs entre la transplantation hépatique avec donneur vivant, parfois je dirais THPV pour aller plus vite, et d'une part, et d'autre part, donc la GPA, la gestation pour autrui. Dans un second temps, en m'appuyant sur cet aspect de comparaison, je me focaliserai vraiment sur la question de la marchandisation du corps humain dans la GPA, en montrant pourquoi, à mon sens, il importe de ne pas limiter l'analyse de celle-ci à la question financière. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que la marchandisation est un slogan confus et dangereux comme vous venez de nous joindre. Augien, pardon, excuse-moi, je prononce mal en essayant de parler vite pour conserver l'oreille qui nous est imparti. Mais en tout cas, j'aimerais quand même mettre un peu en question cette notion de marchandisation pour essayer de montrer aussi ce qu'une focalisation sur cette question nous empêche de penser. Donc, je voudrais un peu la mettre en creux, disons compléter les débats d'aujourd'hui sur la marchandisation, pas jouer pour ou contre, mais aussi dire ce qu'il y a à côté de la marchandisation en parlant de la marchandisation. Voilà un peu mon enjeu. Alors, dans un premier moment, je disais que dans les deux moments, dans un premier moment, je vais essayer de faire ressortir 4 points qui me semblent intéressants via une comparaison entre d'un côté la transplantation hépatique avec donneur vivant et d'autre part la GPA. Alors, avant ça, je vais me permettre juste un mot d'introduction. Jonas Sol, afin de trouver un vaccin susceptible d'endiguer l'épidémie de poliomyélite. Et ça au début des années 50. C'est-à-dire que les éléments du corps prennent une vie autonome et produisent des effets absolument différents de ceux qui produisaient dans un corps. Le fétichisme de la marchandise ne concerne pas uniquement le travail humain, ce dont parlait Marx. Les processus d'objectivation, de fétichisation s'opèrent également dans la recherche et l'industrie biomédicale. Les éléments du corps humain deviennent des marchandises dotées de pouvoirs propres, indépendants des êtres vivants, et qui modifient la représentation que l'on a de ces êtres vivants. Je regardais hier soir en passant l'émission de télévision, et le pouvoir idéologique, parce que médicalement c'est pas vrai, c'est très que l'on donne aux cellules souches. On soigne tout avec des cellules souches. Tout. Dans cette émission, a été montré les catastrophes auxquelles ça a donné lieu, parce que les cellules souches sont capables
d'autres catégories de diverses formes, et donc elles sont considérées comme non soignées, et puis donc elles prennent une autonomie, et elles sont utilisées comme agents économiques, pas simplement en vertu de la qualité, mais comme marchandises. Le fétichisme de la marchandise ne concerne pas donc justement le travail humain, mais également les éléments du corps humain. Comment et pourquoi le vivant a-t-il pris une place aussi considérable? Je reviendrai dans la deuxième partie sur la bioéconomie. Et le vivant prend aujourd'hui une place énorme dans l'économie et de plus en plus. Quels sont les enjeux politiques et sociaux qui ont mis le vivant au centre à la fois de la recherche et des stratégies politiques? Pour répondre à ces questions, il faut passer de Marx à Foucault, et là encore, je n'utilise pas simplement Foucault comme un auteur auquel il faut référer, mais parce qu'il nous explique un certain nombre de choses qui se passent et permettent de comprendre dans quel cadre il faut comprendre la marchandisation. C'est en effet Foucault qui a expliqué de la manière, à mon avis, la plus révolutionnaire, la plus forte, comment le vivant est devenu un enjeu social et politique central, et il a montré à travers les notions qu'il a élaborées, qu'il a inventées, de biopouvoir et de biopolitique. Alors je sais bien entendu que ces notions ont été très utilisées, qu'elles ont été détournées de leur sens souvent. Pour ça, pour m'y référer, je vais me référer au texte de Foucault lui-même, en particulier au premier texte auquel il développe cette notion à savoir la volonté de savoir, publié en 1976, mais il y a beaucoup d'autres textes de Foucault publiés dans des écrits, et puis il y a tout le volume du cours de je ne sais plus quelle année qui s'intitule La naissance du pouvoir. Tout d'abord, le passage de Marx à Foucault, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas simplement circonstanciel. Foucault lui-même souligne le lien entre la mise en place du biopouvoir et le capitalisme. Je cite, le biopouvoir a été, à n'en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalisme. Celui-ci n'a pu être assuré qu'au prix de l'insertion contrôlée des corps dans l'appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population au processus économique. Donc, fétichisation, biopouvoir, ça n'est pas un rapprochement que Zarka a fait comme ça en fonction des textes. Ils sont réclamés par ces auteurs. Or, cela ne pouvait se produire qu'à deux conditions. Premièrement, le fait que de grands appareils d'État, des institutions de pouvoir, ont assuré le maintien des rapports de production, c'est-à-dire une biopolitique touchant la famille, l'école, la police, l'être individuel, l'individu ou la collectivité, mais aussi l'armée. Deuxième point, donc, travail d'institutions de pouvoir qui n'ont pas du tout une fonction qui était la leur antérieurement, à savoir de commander, mais d'inciter, d'orienter, de régler, de contrôler, en vue de quoi? En vue de permettre un accroissement des possibilités, un accroissement de la productivité, donc une relation totalement différente du pouvoir. Deuxièmement, un investissement du corps vivant, sa valorisation et sa gestion. Je cite, l'homme occidental apprend peu à peu ce que c'est que d'être une espèce vivante dans un monde vivant, d'avoir un corps, des conditions d'existence, des probabilités de vie, une santé individuelle et collective, des forces qu'on peut modifier dans un espace où on peut les répartir de façon optimale. Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire, le biopolitique se réfléchit dans le biologique se réfléchit dans le politique. Il passe, pour une part, dans le champ de contrôle biologique, il passe, pour une part,
dans le champ de contrôle du savoir et d'intervention du pouvoir. Fin de citation. La politique, dans ce cas, devient une biopolitique qui a pour objet les populations et se donne comme un pouvoir de régler, d'accroître, d'ordonner et de rendre plus performant la vie et le vivant. Se met ainsi en place un pouvoir dont les plus hautes fonctions, dont la plus haute fonction n'est pas de tuer, la peine de mort ou la guerre, mais d'investir la vie et de l'investir de part en part. Cet investissement du pouvoir dans la vie se met en place, selon Foucault, à partir du XVIIIe siècle. Il prend aujourd'hui une forme tout à fait considérable et inconnue jusqu'à maintenant. À partir de ces deux éléments qui indiquent que ma perspective, évidemment, n'est pas une perspective éthique sur la question de la marchandisation. Je voudrais passer au deuxième point sur les formes que prend cette marchandisation aujourd'hui et parler, dans la suite de la notion de pouvoir, de politique de ressources, de la bioéconomie, c'est-à-dire du moment de la marchandisation du vivant dont on a vu qu'il était devenu au centre des préoccupations sociales et économiques. Le biopouvoir qui met le vivant au cœur du politique va accompagner la mise en place et le développement d'un biocapitalisme qui prend plusieurs aspects, je vais en donner quelques. Premièrement, faire du vivant une dimension centrale de la recherche et de l'économie qui a pour objectif, bien entendu, le profit, mais se déploie à travers une idéologie de l'optimisation, de la pluralisation des ressources corporelles des individus, avec comme objectif surmonter les maladies, voire les supprimer, prolonger la vie, lutter contre le vieillissement, j'en passe et des meilleurs. Il y a une économie du biopouvoir, une bioéconomie qui s'opère au niveau des échanges économiques, bien sûr, mais qui a cette dimension, qui a une dimension, en outre, j'insiste tout à l'heure, de justification, aujourd'hui, nouvelle, depuis quelques années, sinon quelques décennies, la justification écologique, à savoir que, précisément, le corps humain, le vivant en général, est une ressource inépuisable qui ne met pas en danger les limites de la planète, et le vivant, en tant que tel, ouvrirait, dans le cadre de cette bioéconomie, la perspective d'une vie meilleure d'une part, et d'une croissance illimitée d'autre part. Deuxièmement, alors, pour insister surtout dans le deuxième point sur l'aspect idéologique, l'usage de cette bioéconomie, elle se met en place, et en plus elle se justifie par des motifs idéologiques qui sont des motifs moraux détournés à son profit. Le don, l'altruisme et autres, dans bien des cas, servent de masse à l'idéologie de la bioéconomie et à ses procédés. Cette bioéconomie, elle se met en place non pas simplement dans des dimensions nationales, mais dans des dimensions internationales. Par exemple, un rapport de l'OCDE sur la bioéconomie comporte, sur la bioéconomie à l'horizon 2030, indique d'ailleurs, par exemple, que la médecine régénératrice doit être un des principaux secteurs de développement de la bioéconomie à l'échelle internationale. La médecine régénératrice est une des dimensions dans lesquelles s'investit la bioéconomie. C'est-à-dire une médecine qui n'a pas pour objet la guérison ou même le soin,
mais la régénération du corps humain lui permettant de vivre plus longtemps, lui permettant d'atteindre des performances qu'il n'atteignait pas autrement, etc. La logique sous-jacente est celle d'une capitalisation de la santé, où les individus sont appelés à investir financièrement en vue d'améliorer et de prolonger leur vie. On imagine facilement les fantasmes que véhicule cette figure du capitalisme touchant la régénération de l'être humain ou son perfectionnement, voire sa quête d'immortalité. Dans le cadre dans ce cadre, le biocapital des éléments des êtres vivants, pas seulement de l'homme, cellules, embryons, etc., embryon surnuméraire, cellules souches, gènes, ce que vous voulez, tous ces éléments deviennent des bio-objets investis de bio-valeur. L'objectif est d'optimiser le potentiel biologique, conçu comme relevant de la responsabilité individuelle et collective. À cela s'ajoute un processus fondamental de médicalisation de la société et une tentative de réduire les problèmes sociaux à des problèmes relevant de la médecine ou de la biologie. Il s'agit de valoriser la vie. Je cite un passage du livre de Céline Lafontaine, Le corps marché. De manière tangible, le corps ne disparaît pas évidemment, mais la vision moléculaire participe de sa dématérialisation et de sa décomposition technoscientifique, camouflant ainsi les nouvelles logiques d'appropriation économique dont il est logé. Fin de citation. Les éléments du corps sont marchandisés, et pour être marchandisés, ils sont soumis à un triple processus. Premièrement, parcellisation. Parcellisation technoscientifique du corps. Donc, prendre des éléments. Organes, cellules, tissus, gènes, etc. Deuxième, ressourcification. L'utilisation de ces parties à des fins quelquefois thérapeutiques, quelquefois non thérapeutiques, c'est-à-dire le corps ressource. On va faire le corps humain ressource. La transportation d'organes et le modèle de mise en ressources du corps humain. Cette dimension de ressourcification a bien entendu une dimension politique. Ce qu'on entendait récemment à propos du changement de législation sur le corps mort. Si on ne dit pas explicitement, on n'est pas dans ses papiers, qu'on refuse de donner ce organe, ce que Dagonier a appelé la nationalisation de la mort, est liée à cette ressourcification politique. Elle est expressément politique. Ressourcification n'est pas seulement industrielle. Le politique, il joue un rôle, dans le même sens d'ailleurs, de considérer comme le corps comme une ressource. Troisième point, évidemment, une marchandisation de ce que Sylviane Agassiz a appelé le corps en miettes, laquelle marchandisation opère malgré les normes morales et juridiques entourant la commercialisation des parties du corps. La bioéconomie continue à étendre et à développer le marché des produits corporels à travers des mécanismes technoscientifiques, éthiques et juridiques. Je voudrais ici mettre en évidence la dimension morale par laquelle la bioéconomie tâche de masquer sa réalité d'économie d'appropriation et d'exploitation et de profit. À cet égard, l'altruisme, la générosité, le don même, peuvent servir de justification éthique à ce qui n'a rien d'éthique, mais relève d'enjeux économiques
commerciaux et financiers. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, où la vente de sang ou de gamètes est permise, la rhétorique du don demeure le cadre normatif dans lequel s'opèrent les prélèvements biomédicaux et auxquels il se réfère. La morale est ainsi recyclée comme élément idéologique d'un libéralisme économique s'appliquant à la vie. Il est à remarquer que la notion de don du sang, évidemment, on peut dire qu'il y a une différence entre donner son sang et le vendre. Mais le don du sang peut servir aussi de couverture idéologique en vue, et en tout cas, qui n'a pas empêché l'expansion du marché du sang et son développement international. Je signale que, si je me trompe, la France importe 17% du sang qu'elle utilise. Le commerce du sang, dans certains pays, comme le Bangladesh, a pris aujourd'hui la forme d'un esclavage moderne. Et il en va de même pour la vente d'organes, pour la transplantation évidemment, et c'est mon avis, il en va de même pour la location, si on peut dire, du ventre des femmes en vue dans le cadre de la GPA. Je ne vois pas la différence parce que ce sont les mêmes pays, et je reviens tout à l'heure, ils opèrent quoi? Ils opèrent à travers cette bioéconomie, à la fois dans les sociétés et entre les sociétés, une distinction qui fait que les corps ressources sont surtout d'un côté et les corps améliorés ou régénérés se trouvent de l'autre. Ce sont toujours des motifs moraux, une rhétorique morale qui est avancée pour couvrir les effets de la bioéconomie, par exemple, le don d'organes. Les motifs, d'une certaine manière, qui sont avancés dans l'idée qu'une personne qui n'a pas clairement déclaré, de manière nationale, qui ne veut pas donner ses organes, c'est comme s'il avait dit qu'il les donnerait. Eh bien, il y a là-dedans une idéologie implicite qui est une idéologie en quelque sorte de la biocitoyenneté. La biocitoyenneté. Je suis un biocitoyen, c'est-à-dire que je suis prêt à donner mon corps, le cas échéant, pour permettre, comme forme de la citoyenneté biologique, comme solidarité à l'égard du corps social. Ça, c'est en dessous. Et ça n'est pas toujours dit, ça n'est pas souvent dit, mais c'est ce qui est en dessous. Nous allons sauver certains par les pièces de l'autre, c'est-à-dire que vous devez faire, vous, citoyens, acte de citoyenneté biologique et donner des parties de vos corps qui peuvent être utiles à la société du monde. Je l'ai fait ici d'expliquer de manière extrêmement sommaire un certain nombre de dimensions de cette bioéconomie qui est tout à fait décisive aujourd'hui et qui le sera de plus en plus, à n'en pas douter, demain. Je passe à mon troisième point, qui sera plus rapide. Le partage du que humain entre inhumain et surhumain, ou post-humain, comme on pourra objecter, certes, aux considérations que je viens de livrer, que sans les progrès accomplis par la biologie, et même par l'industrie médicale, nous n'aurions pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui
pour soigner les maladies, et quelquefois les maladies graves, avoir les éléments qui permettent de soigner et donc d'augmenter la longévité, d'améliorer de manière collective la santé des populations. Et donc on pourrait se poser la question, n'est-il pas hasardeux, non seulement hasardeux, pardon, n'est-il pas non seulement hasardeux, mais d'une certaine manière inconvénient de mettre en cause la bioéconomie? N'apporte-t-elle pas des améliorations